Merci beaucoup Olivier pour ton invitation et je suis très touché d'être à Paris aujourd'hui. Calendrier vaccinal, comment ça se fait qu'on est encore à aborder le calendrier vaccinal? Les Gaulois sont quand même merveilleux. On a un rapport au vaccin qui est très très compliqué. Alors pourquoi et encore et toujours les vaccins? Eh ben, voici la pyramide des âges il y a un siècle et cette pyramide des âges aujourd'hui est carrément une chapka et c'est plus une pyramide. On a aujourd'hui plus de 5 millions de nos concitoyens qui ont plus de 75 ans. Et donc la démographie fait que on a beaucoup de sujets âgés, que ces sujets âgés, ce sont eux qui font le plus de pathologies infectieuses, comme le montrent les deux courbes supérieures, et c'est chez eux que les infections ont les conséquences les plus importantes en termes de mortalité. On va commencer par la grippe. Ben oui, désolé. Qui n'est pas vacciné aujourd'hui contre la grippe? Alors, je vous souhaite une bonne après-midi. Non, mais on a tout prévu. Hein. À la sortie, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on n'a pas encore de grippe annoncée sur le territoire. Et vous voyez, la carte est toute verte. On est bien en deçà du seuil épidémique. Mais elle va arriver. Et nous, vous, les médecins de terrain, nous, les gériatres, vous savez bien les dégâts considérables qu'elle entraîne chaque année. Juste des petits chiffres pour dire que l'année dernière, ça a été de nouveau 3 millions de consultations sur une période très courte, une épidémie de 9 semaines, 3 millions de consultations, 19 000 morts l'année dernière en lien avec la grippe, et des chiffres tout récents que l'on m'a annoncés, parmi les Français qui ont, au-delà de l'âge, puisqu'il suffit d'avoir plus de 65 ans pour bénéficier gratuitement de la vaccination, mais pour les autres qui ont une maladie chronique en ALD, eh bien, il n'y en a pas 50% d'entre eux qui acceptent d'avoir cette vaccination. Les chiffres diminuent d'année en année. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Pour nous, en plus, le souci des foyers qui arrivent dans les structures. Alors, quand on dit foyer, ça veut dire qu'il y a plus de 5 cas d'infection respiratoire aiguë qui est déclaré sur une courte période. Eh bien, l'année dernière, pour ceux qui ont déclaré au niveau des ARS et de l'INVS, l'Institut national de la veille sanitaire, on a eu plus de 1300 foyers et le tiers d'entre eux étaient clairement en lien avec la grippe. Le souci, c'est qu'il y a la grippe, syndrome grippal, que les uns les autres, on va potentiellement arriver à tolérer, mais ceux qui ont fait une vraie grippe, ils n'ont pas envie d'en faire une seconde. Mais chez les plus vulnérables, c'est clairement associé à des pics, des complications et de la morbimortalité respiratoire et cardiaque. Il y a vraiment un lien entre l'épidémie grippale et l'épidémie des autres maladies. Et ce qui nous concerne au premier chef, parce qu'on le voit en permanence, c'est pas que de notre faute, c'est pas que de la faute des soignants avec qui on travaille au quotidien, c'est aussi la faute des familles, des visiteurs, de la bibliothécaire, les cas de grippe nosocomiale. C'est inacceptable de voir chaque année des patients qui décèdent d'une grippe alors que le motif d'admission était tout autre au sein de nos structures. Et j'espère que c'est assez lisible. Mais vous voyez ici, dans ce papier récent, en rouge, ce sont les cas de grippe nosocomiale qui sont arrivés au sein d'unités au cours de 3 années saisonnières, de 3 saisons grippales. Et par rapport au nombre attendu de grippe, eh bien, à cause de la grippe nosocomiale, les chiffres étaient exponentiels. Parce qu'on a un vrai souci avec la vaccination. Il y a des éléments moteurs. C'est vrai que les Français, les citoyens les plus âgés, en général se vaccinent. Cela dit, après le problème de la vaccination H1N1, je ne crois plus qu'on voit vraiment les spots publicitaires. Or, ces spots, pour peu qu'on mette un artiste aimé, eh bien, ils avaient beaucoup d'influence. Avoir un antécédent de grippe, évidemment, c'est moteur, mais surtout croire en l'efficacité vaccinale. Et nous, les professionnels de santé, c'est nous les premiers à devoir y croire. Comment peut-on accepter la vaccination de nos patients si jamais on n'y croit pas? Donc, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Et après, évidemment, il y a beaucoup de freins, l'information. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus se disputer avec eux quand ils nous disent qu'ils prennent de l'homéopathie et tout va bien. Continuez à prendre l'homéopathie, parce qu'il ne faut pas une opposition. Prenez votre homéopathie, mais vaccinez-vous quand même. L'efficacité, évidemment, elle est variable selon les années, et c'est vrai qu'elle est globalement modérée.
On sait bien que les patients les plus vulnérables de par le vieillissement immunitaire ont parfois une protection vaccinale qui ne dure pas très très longtemps et certains vont faire néanmoins des grippes, mais elles seront quand même modérées. On sait aussi que quand malheureusement le vaccin ne croise pas bien avec la chose circulante, comme ce fut le cas l'année dernière à cause d'un petit glissement, eh bien, il y a des épidémies. Mais si cette efficacité est modérée, il n'empêche que lorsqu'on vaccine un grand nombre de personnes, eh bien, le poids de la couverture vaccinale permet de colmater la brèche de l'efficacité modérée. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère des Affaires sociales et de la Santé. La vaccination anti-grippe ne peut pas entraîner la grippe. Important de dire que la vaccination, grâce à et malheureusement, avec la couverture vaccinale actuelle, mais grâce à cette couverture vaccinale actuelle, ça évite 2000 décès chaque année. Efficacité modérée, mais néanmoins, si on prend une méta-analyse qui n'est pas toute récente, mais 18 cohortes entre 1990 et 2000, chez les plus de 65 ans ambulatoires, quand même plus de 700 000 personnes considérées, le fait d'être vacciné contre la grippe permet véritablement d'éviter de faire les formes sévères et potentiellement létale, et donc un quart de réduction des hospitalisations et une moitié de réduction pour la mortalité. Ok, on sait bien, pour les personnes de 65 ans et plus, c'est vrai important que nos infirmières libérales puissent vacciner directement, mais probablement que du coup, il y a peut-être un manque d'information avec le médecin traitant qui est parfois un petit peu non mis au courant de cette vaccination, et c'est pas bien de vexer nos collègues médecins généralistes du libéral. Mais, et c'est en bas, c'est peut-être caché par le pupitre, mais vous le savez bien vous-même, la vaccination en milieu professionnel. Parce qu'on est toujours aussi mauvais. Le taux de couverture vaccinale antigrippale des professionnels de santé reste désespérément bas. On a beau prendre notre bâton de maréchal, on a l'impression de harceler, quand bien même on met tout à disposition avec la médecine du travail qui vient au sein des unités pour vacciner en quelques secondes. Donc c'est important de réappuyer sur ce point avec le Haut Conseil de santé publique et qui dit clairement que la vaccination est à intégrer dans le programme de prévention en complément des mesures barrières et qui de manière très claire écrit que dans les services hospitaliers et médico-sociaux, quand le personnel soignant n'est pas vacciné, il doit porter un masque. Qui n'a pas la goutte au nez à un moment, en automne, en hiver ? C'est malheureusement très lourd de conséquences pour les plus vulnérables dont nous nous occupons au quotidien. Donc porter un masque, mais au mieux vacciner, parce que il a été montré dans quelques études, sûrement pas assez nombreuses, mais dans quelques études tout de même, que vacciner les soignants, c'est un gain en termes de mortalité et en termes de contraction d'infection grippale nosocomiale auprès des patients. Ça joue aussi sur les arrêts maladie, mais ça, c'est pas politiquement correct. Malheureusement, on ne peut pas se baser là-dessus. Et pourtant, on sait, nous, en gériatrie, le poids de l'absentéisme et les conséquences qui en découlent pour la bonne continuité des soins dans nos unités. Donc, l'Institut national de veille sanitaire dit, pour la vaccination, protégeons-nous ou vaccinons-nous. Moi, je me permets de dire, protégeons-les, vaccinons-nous. Quid du pneumocoque ? Autant pour les infections urinaires, quand on demande un examen cytobactériologique urinaire à bon escient, c'est-à-dire que le patient était vraiment symptomatique, on a un résultat, on a un germe, on a un antibiogramme, c'est facile. Autant au niveau pulmonaire, on n'a quasiment jamais le germe incriminé, parce que auprès de notre population gériatrique, on ne fait pas les prélèvements protégés distaux que feraient les réanimateurs ou les pneumologues, et que si on trouve des germes, c'est souvent au travers des séries d'hémoculture, ce qui veut dire qu'il y a une bactériémie, et c'est d'un pronostic très défavorable. Néanmoins, dans les études qui ont été menées, dans environ 50% des cas, on arrive, quand on se donne les moyens, à incriminer le germe responsable de la pneumopathie, et dans 50% des cas, c'est clairement le Streptococcus pneumoniae qu'il faut cibler. Eh bien, l'âge est aussi un facteur favorisant la survenue de ce qu'on appelle les IIP, les infections invasives à pneumocoque, bactériémie, méningite, qui est un peu moins le cas des sujets les plus âgés, ou des pneumopathies très très sévères. La vaccination, c'est le bon vieux vaccin, le PPV23, qui couvre près de 90% des sérotypes qui sont responsables des infections invasives à pneumocoque. Et effectivement,
Ce vaccin contre le pneumocoque, dans les études qui sont rapportées, vous avez ici près de 100 000 participants au travers d'études randomisées contre placebo ou d'études plus de cohortes. Il y a un véritable intérêt contre ces fameuses infections invasives à pneumocoque qui sont les plus délétères, même si effectivement il n'y a pas d'intérêt direct contre le risque de contracter une pneumonie à pneumocoque. L'âge n'est pas, comme la grippe, un des facteurs ouvrant droit à la vaccination, mais les comorbidités clairement, et comme par hasard, les patients dont nous nous occupons au quotidien, insuffisant cardiaque, insuffisant respiratoire chronique, insuffisant rénaux, diabétique non équilibré. Mon cher Olivier, est-ce que tu crois qu'un cardiologue aujourd'hui sait que la vaccination anti-pneumocoque est à faire chez les patients cardiaques? Oui, c'est ce que j'ai dit, premier traitement dans l'insuffisance cardiaque tout à l'heure. Oui, mais toi tu es un peu spécial. Et chez les plus immunodéprimés, vous pouvez aujourd'hui, 2 mois avant le vaccin polysaccharidique, faire le vaccin conjugué à 13 valences, ce qui permet un petit peu de renforcer la protection vaccinale. Et c'est très intéressant, puisque grâce à la vaccination pneumocoque, qui est maintenant classique chez les plus jeunes, on obtient le cocooning inversé, c'est-à-dire, vous voyez ici, que depuis les années 2000, où on vaccine avec le vaccin conjugué à 7 valences les plus jeunes, eh bien, la survenue des infections à pneumocoque chez les plus âgés a tendance à diminuer. Donc, vaccinons-les pour nous protéger. La coqueluche. Il faut parler de la coqueluche, transmission aérienne, à laquelle on doit penser dès que quelqu'un tousse depuis plus de 7 jours. Donc, c'est un problème au niveau des collectivités. On se rend compte maintenant qu'il y a de plus en plus de contamineurs qui ont plus de 30 ans et que l'incidence augmente, et que dans les établissements de santé, des épisodes sont de plus en plus souvent signalés. Et si on regarde la période 2008-2010, il y a eu 2 décès rapportés à la coqueluche, dont un en unité de soins de longue durée. Recommandation particulière très claire par le Conseil de la santé publique. La vaccination contre la coqueluche est également recommandée dans le cadre de la stratégie dite du cocooning. Donc tout à l'heure, pneumocoque, c'est pour ça que je parlais du cocooning inversé. Les plus jeunes vaccinés qui protégeaient les plus anciens. Et bien cette fois-ci, il faut à tout prix, et c'est recommandé, vacciner les plus anciens dès qu'ils seront au contact de mamans enceintes ou de futurs nourrissons au cours des 6 premiers mois. Et ça concerne également tous les personnels de santé, y compris dans les EHPAD. Pourquoi ? Parce que dans les EHPAD, c'est plein de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui seront très heureux d'aller embrasser le petit chérubin qui a agrandi le cercle de famille. Innovation quand même en 2015, c'est le zona. Qui savait ici qu'il existait un vaccin contre le zona ? J'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose. Ça fait plaisir. Merci Olivier. Toi, ça te fait plaisir de venir en Ile-de-France, tu vois un peu le niveau quand même. Hein. Le zona, son incidence augmente avec l'âge, risque d'augmenter de 20% tous les 5 ans après 65 ans. Ça, la France est noyée un petit peu parmi toutes ces courbes, mais elles ont toutes la même préfiguration. Et le zona, pour faire le diagnostic, c'est parfois compliqué chez nos patients les plus âgés parce qu'il y a certains dénis, il faut soulever le t-shirt, il faut voir la peau, et c'est comme ça qu'on peut tomber sur la lésion métamérique, bien sûr. Il y a le zona en période aiguë, et puis notre gros souci à nous, c'est les névralgies post-zostériennes qui sont tellement porte ouverte à la polymédication antalgique et aux effets iatrogènes que l'on connaît. Une étude Arizona, rapportée par les médecins généralistes sur le territoire, qui a permis de montrer que c'était surtout chez les sujets âgés qui avaient un risque de pérennisation des algies post-zostériennes jusqu'à 12 mois dans cette étude. Eh bien, le vaccin qui est très dosé par rapport au vaccin contre le varicelle, ça fait plus de 10 ans, ça fait près de 10 ans qu'il a la même européenne, mais c'est que depuis cette année qu'on est arrivé à lui donner ce qui était acceptable au niveau français, parce qu'il y avait un côté congelé versus non congelé. Toujours est-il que ça fait plusieurs années qu'il est utilisé en Amérique du Nord, avec des millions qui ont été vaccinés. Ça a suivi la publication Princeps il y a 10 ans, qui avait montré que la vaccination contre le zona permettait une réduction très significative du zona après 60 ans et encore plus après 70 ans. D'où la recommandation de vacciner de 65 à 74 ans. Et on a encore jusqu'à février 2017 la possibilité de vacciner jusqu'à 79 ans.
Et après février 2017, ça concernera véritablement que les adultes de 65 à 74 ans. Voici donc le calendrier vaccinal que j'espère vous respecter tous. Vaccinez-vous diphtérie, tétanos, polio, coqueluche à votre appel. Vaccinez les patients dont vous occupez contre les infections à pneumocoque. Donc s'ils sont arrivés dans le service pour une poussée d'insuffisance cardiaque ou une bronchopneumopathie, vous les vaccinez juste avant la sortie. Parce qu'on sait bien que malheureusement, lorsqu'on propose cette vaccination dans le courrier de sortie, nos collègues spécialistes de médecine générale ont tellement de choses à faire qu'ils ne pensent pas forcément à voir ces phrases qui sont écrites dans les courriers. Et puis, penser à la vaccination contre le zona, c'est quelque chose, je pense que les conjoints de patients qui ont fait un zona seront sûrement les premiers volontaires à être vaccinés. Mais c'est vrai que la prise en charge du zona avec les antalgiques, les psychotropes pour lutter contre les agies post-zostériennes sont très iatrogènes en gériatrie. Je vous remercie.